Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de Jane Eyre de Charlotte Brontë, que je vais lire chaque semaine jusqu'à l'avoir fini, puisque c'est un livre libre de droit. Vous retrouvez en barre d'infos les parties 1 et 2, et nous attaquons tout de suite la partie 3. Je retournais à ma place. La superstition commençait à s'emparer de moi, mais le moment de sa victoire complète n'était pas encore venu. Mon sang échauffait encore mes veines. La rage de l'esclave révolté me travaillait encore avec force. J'avais à ralentir la course rapide de mes souvenirs vers le passé, avant de pouvoir me laisser abattre par l'effroi du présent. Les violentes tyrannies de John Reed, l'orgueilleuse indifférence de ses sœurs, l'aversion de leur mère, la partialité des domestiques, obscurcissaient mon esprit, comme l'eussent fait autant d'impuretés jetées dans une source troublée. Pourquoi devais-je toujours souffrir? Pourquoi étais-je toujours traité avec mépris, accusé, condamné par avance? Pourquoi ne pouvais-je jamais plaire? Pourquoi était-il inutile d'essayer à gagner les bonnes grâces de personne? Elisa, bien qu'entêtée et égoïste, était respectée. Georgiana, gâtée, envieuse, insolente, querelleuse, était traitée avec indulgence par tout le monde. Sa beauté, ses joues roses, ses boucles d'or semblaient ravir tous ceux qui la regardaient et rajetaient ses fautes. John n'était jamais contrarié, encore moins puni, quoiqu'il tordît le cou des pigeons, tua les jeunes paons, dépouilla de leurs fruits les vignes des serres chaudes et brisa les boutons des plantes rares. Il reprochait quelquefois à sa mère d'avoir le teint noir, comme il l'avait lui-même, déchirait ou tachait ses vêtements de soie, et pourtant, elle le nommait son cher Benjamin. Quant à moi, je n'osais pas commettre une seule faute. Je m'efforçais d'accomplir mes devoirs, et du matin au soir, on me déclarait méchante et intraitable. Cependant, je continuais à souffrir, et ma tête saignait encore du coup que j'avais reçu. Personne n'avait fait un reproche à John pour m'avoir frappé, et parce que je m'étais retournée contre lui afin d'éviter quelque autre violence, tous m'avaient blâmé. Injustice, injustice, criait ma raison excitée par le douloureux aiguillon d'une énergie précoce, mais passagère. Ce qu'il y avait en moi de résolution, exalté par tout ce qui se passait, me faisait rêver aux plus étranges moyens pour échapper à une aussi insupportable oppression. Je songeais à fuir, par exemple, ou, si je ne pouvais m'échapper, à refuser toute espèce d'aliment et à me laisser mourir de faim. Quel abattement dans mon âme pendant cette terrible après-midi! Quel désordre dans mon esprit! Quelle exaltation dans mon cœur! Quelle obscurité! Quelle ignorance dans cette lutte mentale! Je ne pouvais répondre à cette incessante question de mon être intérieur. Pourquoi étais-je destinée à souffrir ainsi? Maintenant, après bien des années écoulées, toutes ces raisons m'apparaissent clairement. Au château de Gateshead, j'étais une cause de discorde. Là, je ne ressemblais à personne. Rien en moi ne pouvait s'harmoniser avec Madame Reed, ses enfants, ou ceux de ses inférieurs qu'elle préférait. S'ils ne m'aimaient pas, il est vrai de dire que je ne les aimais guère davantage. Ils n'étaient pas forcés de montrer de l'affection à un être qui ne pouvait sympathiser avec aucun d'entre eux, à un être extraordinaire qui différait d'eux par le tempérament, les capacités et les inclinations, à un être inutile, incapable de servir leurs intérêts ou d'ajouter à leur plaisir, à un être nuisible, cherchant à entretenir en lui des
des germes d'indignation contre leur traitement, de mépris pour leurs opinions. Je sens que si j'avais été une enfant brillante, sans soin, exigeante, belle, folâtre, Madame Reed m'eût supporté plus volontiers, bien que je me fusse également trouvée sous sa dépendance et privée d'amis. Ces enfants m'eussent témoigné un peu plus de cette cordialité qui existe ordinairement entre compagnons de jeu, et les domestiques eussent été moins disposés à faire de moi leur bouc émissaire. La lumière du jour commençait à se retirer de la Jambe Rouge. Il était 4 heures passées. Les nuages qui couvraient le ciel devaient amener bientôt l'obscurité tant redoutée. J'entendais la pluie battre continuellement contre les vitres de l'escalier. Peu à peu, je devins froide comme la pierre et je perdis tout courage. L'habitude que j'avais contractée d'humilité, de doute de moi-même, d'abattement, vint comme une froide ondée tombée sur les cendres encore chaudes de ma colère mourante. Tous disaient que j'avais de mauvais instincts. C'était peut-être vrai. Ne venais-je pas de concevoir le coupable désir de mourir volontairement? C'était là certainement un crime. Et étais-je en train de mourir, ou bien le caveau funéraire de la chapelle du château était-il une demeure attrayante? On m'avait dit que M. Ri y était enseveli. Conduite ainsi au souvenir du mort, je me mis à réfléchir avec une terreur croissante. Je ne pouvais me souvenir de lui, mais je savais qu'il était mon oncle. Je savais qu'il était mon oncle, le frère de ma mère, qu'il m'avait prise chez lui, alors que j'étais une pauvre enfant orpheline, et qu'à ces derniers moments, il avait exigé de Madame Reed la promesse que je serais élevée comme ses propres enfants. Madame Reed croyait sans doute avoir tenu sa parole, et, je puis le dire maintenant, elle avait fait tout ce que lui permettait sa nature. Comment pouvait-elle me voir avec satisfaction, moi qui, après la mort de son mari, ne lui était plus rien, empiéter sur la part de ses enfants? Il était pénible pour elle de s'être engagée par un serment forcé à servir de mère à une enfant qu'elle ne pouvait pas aimer, et de la voir ainsi s'introduire dans sa propre famille. Une singulière idée s'empara de moi. Je ne doutais pas, je n'avais jamais douté que, si M. Reed eût vécu, il ne m'eût traité avec bonté. Et maintenant, pendant que je regardais le lit recouvert de blanc, les murailles que l'ombre de la nuit gagnait peu à peu, et que je me dirigeais de temps en temps, mon regard fasciné vers la glace qui n'envoyait plus que de sombres reflets, je commençais à me rappeler ce que j'avais entendu dire sur les morts, qui, troublés dans leur tombe par la violation de leur dernière volonté, reviennent sur la terre pour punir le parjure et venger l'opprimé. Je pensais que l'esprit de M. Reed, fatigué par les souffrances de l'enfant de sa sœur, quitterait peut-être sa demeure, qu'elle fût sous les voûtes de l'église ou dans le monde inconnu des morts, et apparaîtrait devant moi dans cette chambre. J'essuyai mes larmes et j'étouffai mes sanglots, craignant que les signes d'une douleur trop violente n'éveillassent quelque voix surnaturelle et consolatrice, ou ne fissent sortir de l'obscurité quelque figure entourée d'une auréole, et qui se pencherait vers moi avec une étrange pitié, car je sentais bien que ces choses, si consolantes en théorie, seraient terribles si elles venaient à se réaliser. Je fis tous mes efforts
pour éloigner cette pensée, pour demeurer ferme, écartant mes cheveux, je levai la tête et j'essayais de regarder hardiment autour de moi. À ce moment, une lumière glissa le long de la muraille. Je me demandais si ce n'était pas un rayon de la lune pénétrant à travers les jalousies. Non, la lune était immobile et cette lumière vacillait. Pendant que je la regardais, elle glissa sur le plafond et vint se poser au-dessus de ma tête. Je suppose que ce devait être le reflet d'une lanterne portée par quelqu'un qui traversait la pelouse. Mais, alors que mon esprit était préparé à la crainte, mes nerfs étaient ébranlés par une récente agitation, et je pris ce timide rayon pour le héros d'une vision venant d'un autre monde. Mon cœur battait avec violence, ma tête était brûlante, un son qui ressemblait à un bruissement d'ailleurs arriva jusqu'à mes oreilles. J'étais oppressé, suffoqué. Je ne pus pas me contenir plus longtemps. Je me précipitai vers la porte et je secouai la serrure avec des efforts désespérés. J'entendis des pas se diriger de ce côté. La clé tourna, Bessie et mademoiselle Abo entrèrent. Mademoiselle Hir, êtes-vous malade? Demanda Bessie. Quel bruit épouvantable! J'en ai été toute saisie, s'écria mademoiselle Abo. Emmenez-moi, laissez-moi aller dans la chambre des enfants, répondis-je en criant. Pourquoi? Êtes-vous malade? Avez-vous vu quelque chose? Demanda de nouveau Bessie. Oh, j'ai vu une lumière et j'ai cru qu'un fantôme allait venir. Je m'étais emparé de la main de Bessie et elle ne me la retira pas. Elle a crié sans nécessité, déclara mademoiselle Abo, avec une sorte de dégoût. Et quel cri! On aurait pu l'excuser si elle avait beaucoup souffert, mais elle voulait seulement nous faire venir. Je connais sa méchanceté et sa malice. Que signifie tout ceci? Demanda une voix impérieuse, et mademoiselle Reed arriva par le corridor. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve dès vendredi prochain pour la suite de cette lecture.